Bonjour, bienvenue à tous dans cette toute première édition du magazine Cotentin Forever, le magazine qui va éveiller votre curiosité. Nous allons partir à la découverte des lieux insoupçonnés, secrets du Cotentin, ceux qui sont à l'intérieur des terres. On va tourner un peu le dos à la mer. Allez, on vous emmène. Nous serons dans un instant au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte avec un guide conférencier du pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin. Rencontre aussi avec Céline Planck. Elle exerce un métier ancestral, elle est meunière au moulin à eau Marie Ravenel. Et puis nous ferons un peu de sport, rando vélo, rando pédestre, également canoë-kayak en pleine nature. La nature, c'est aussi la protection de l'environnement. Un autre regard dans cette édition sur la réserve naturelle de vos villes, nature fragile mais préservée, on le verra. Et puis on va parler climat, ce climat qui change, qui se réchauffe. Qu'en est-il dans le Cotentin? On fera le point. Allez, on part à l'aventure dans le Cotentin, qui aurait pu être une île, le saviez-vous? On révisera en fin d'édition. Pour ce premier Cotentin Forever, on s'est installé confortablement dans le parc du Château des Rats-Vallées, à Cherbourg-en-Cotentin. C'est là qu'on a installé notre plateau, notre petit salon. Pour commencer, parlons histoire. Remontons aux origines avec le pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin. Sa mission, depuis 20 ans, mettre en valeur le patrimoine et l'identité du cœur bocagé de la presqu'île du Cotentin, des trois cantons historiques de Bricquebec, Valognes et Saint-Sauveur-le-Vicomte. Ici, ce sont le granit, les vieilles pierres, les châteaux qui font l'histoire, qui sont les témoins de l'histoire. On part en reportage au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte avec Séverine. Bonjour Jacqueline, je suis à Saint-Sauveur-le-Vicomte, devant le château, monument emblématique du Moyen-Âge. Aujourd'hui, j'ai rencontré Simon, guide conférencier au pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin, qui va nous conter l'histoire fascinante de notre presqu'île. Bonjour Simon. Nous sommes à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Merci de m'accueillir devant cet impressionnant château. Est-ce vraiment le plus grand château médiéval du Cotentin? Bonjour Séverine. Effectivement, le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte a eu une importance capitale durant l'histoire du Cotentin. Je vous propose d'aller voir ça. Saint-Sauveur-le-Vicomte, ne serait-ce que dans le nom du lieu, on comprend son importance. C'était le cœur d'une grande vicomté, donc un pouvoir fort était installé ici. C'est donc normal qu'on y trouve une forteresse aussi imposante que celle-ci, qui a dû essuyer toutes les vicissitudes de l'histoire de France, et en particulier cette grande guerre qui a marqué le Moyen-Âge, qu'est la guerre de 100 ans. Le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, tel qu'on l'aperçoit, aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est un château anglais. Ce sont bel et bien les Anglais qui, pendant le conflit, pendant cette guerre de 100 ans, s'étaient rendus maîtres du site de Saint-Sauveur. Et voilà pourquoi, pendant le conflit, les Français ont dû récupérer le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Et pour ça, le château a subi un siège long de plusieurs semaines, au prix duquel les Français réussiront enfin à récupérer la forteresse. D'après ce que tu me dis, on constate que l'époque médiévale est très importante pour l'histoire du Cotentin. Mais est-ce qu'on peut remonter encore plus loin dans l'histoire du territoire? Effectivement, on peut remonter très loin dans l'histoire du Cotentin. L'exemple du site du Pou, au Rosel, récemment découvert, nous prouve qu'il y a plus de 8000 ans de ça, des familles entières vivaient en Cotentin. Incroyable toutes ces traces retrouvées au Rosel sur le littoral. Je sais que sur le littoral il y a énormément de vestiges, mais qu'en est-il dans les terres? Oui, on peut remonter plus loin dans les terres. Concrètement, ici à Saint-Sauveur-le-Vicomte, les traces archéologiques nous permettent de savoir qu'on vivait ici depuis les années 600-700. Mais on peut aussi remonter encore plus loin et plus haut. On est plus haut, on va pouvoir maintenant aller plus loin. Pas loin d'ici, à Valognes, se trouvent les vestiges antiques d'une ville gallo-romaine
du 1er siècle de notre ère. On a encore la chance, en déambulant sur le site, de pouvoir encore apercevoir et apprécier les vestiges des anciennes thermes gallo-romaines de cette grande cité d'Alona. Si j'ai bien compris, Alona est une cité antique située à Valognes. Mais j'ai remarqué qu'à Valognes, il y a beaucoup d'hôtels particuliers. J'ai pas la date, mais je voudrais que tu m'expliques pourquoi il y a autant d'hôtels particuliers à Valognes. Bah oui, le territoire du Cotentin va changer fondamentalement après la guerre de 100 ans. Et justement, on va aller dans une partie du château qui va nous parler de tout ça. Le temps. Donc cette tour qu'on est en train de gravir, c'est celle qu'on appelle la tour des prisons. Parce qu'après le Moyen-Âge, le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte va effectivement être transformé en prison. Et c'est justement à cette même époque, où le château devient une prison, que Valognes va se doter de tous ces hôtels particuliers qu'on peut encore apercevoir aujourd'hui. Ça va se faire au cours du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et c'est ce qui lui vaudra son surnom de Petit Versailles normand. Et le plus bel exemple de cette époque reste évidemment l'hôtel de Beaumont, encore aujourd'hui en plein cœur de Valognes. Merci beaucoup Simon pour cette fantastique visite du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Et vous aussi, vous pouvez découvrir ce château tout au long de l'année en visite libre ou en visite guidée avec le Pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin. Je suis sûre que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Le Pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin organise des visites guidées, des conférences tout au long de l'année. Les détails sont sur leur site internet, leur page Facebook et dans les offices du tourisme du Cotentin. On vous avait promis de belles rencontres. Nous accueillons maintenant Céline Planck. Elle est meunière au moulin à eau de Marie Ravenel. Bonjour Céline Planck. Bonjour Jacqueline. Bienvenue sur le plateau de Cotentin Forever. Vous êtes meunière au moulin à eau de Marie Ravenel. C'est ça. Meunière en 2023. Racontez-nous, quel est votre quotidien ? Alors, le moulin a été rénové au début des années 2000 et produit à nouveau de la farine. Donc j'ai l'immense privilège de produire de la farine sur meule de pierre dans un moulin du XVIIIe siècle. Comment ça fonctionne un moulin à eau ? Alors il y a une grande roue à auger, c'est le poids de l'eau qui fait tourner la roue, qui actionne des engrenages et qui actionne à leur tour une meule. Ce moulin, on peut le visiter, on peut le découvrir ? Tout à fait, de avril à septembre. On propose une visite libre pour découvrir à son propre rythme les différentes pièces du moulin au moulin à eau de Marie Ravenel. Et donc vous y produisez au quotidien de la farine ? Quel genre de farine ? Alors on produit de la farine assez rustique, puisque c'est une meule de pierre qui écrase le blé. C'est une farine très riche en son. On ne le fait pas quotidiennement, mais on fait de la farine très ponctuellement. Cette année, par exemple, il y avait 10 matinées consacrées à l'écrasement du blé. C'est compliqué de faire fonctionner un moulin à eau ? C'est très technique, c'est de la mécanique. C'est un savoir-faire qui est perdu. Les derniers moulins de ce type-là ont cessé de fonctionner au début du XXe siècle, même parfois avant, souvent avant d'ailleurs. Les derniers ont fonctionné jusqu'au début du XXe et le savoir-faire s'est malheureusement perdu. Donc je cherche à reproduire d'année en année, je perfectionne, je découvre. Et vous avez quelqu'un qui vous guide pour ça ? Absolument pas. Alors comment on fait pour retrouver ce savoir-faire ancestral ? On essaye. On déduit, on observe, on écoute et on se perfectionne d'année en année. Le moulin à eau de Marie Ravenel, qui est Marie Ravenel ? C'est une meunière poétesse qui est née au moulin en 1811, son père est le meunier et elle va se rendre célèbre pour la poésie qu'elle écrit. Elle va publier à 3 reprises sous son nom de jeune fille. Pour l'anecdote, elle aura écrit plus de 200 poèmes et fables et elle a été vraiment reconnue pour l'époque. Une femme du 19e siècle, c'était vraiment un destin hors du commun. C'est ce qui fait sa singularité. Une figure très inspirante, un lieu très inspirant alors. C'est ça.
Alors vous nous avez ramené quelques farines? C'est ça, oui, les farines produites au moulin. Donc je vous ai ramené la farine type 110, qui est une farine très riche en son, très rustique, et la farine intégrale avec laquelle j'ai fait les rochers meuniers, elle comprend quasiment tout le grain de blé. Presque tout ce que le moulin écrase, je le récupère pour donner la farine intégrale. Et avec cette farine intégrale, je fais de succulents rochers meuniers. Est-ce que vous voulez goûter, Jacqueline? Oui, alors ce ne sont pas des cookies, ce sont des rochers meuniers. C'est ça. Ça change tout. Ça change tout. Merci Céline Planck pour tous ces délices. On vous a vu à l'œuvre sur les images pendant notre discussion au moulin. Une vidéo qu'on peut retrouver sur le site moulinmarieravenel.fr. Et puis les farines sont en vente au moulin également. La recette des délicieux rochers meuniers est à retrouver aussi sur le site internet. Merci beaucoup Céline. Merci à vous. Allez, pour digérer tous ces délicieux cookies rochers meuniers, on va faire un peu de sport maintenant. Le Cotentin est un terrain de jeu idéal pour différentes pratiques nautiques notamment. Les amoureux de la nature, les sportifs, les aventuriers s'y retrouvent. On part tout de suite en escapade pour du VTT, du canoë-kayak et de la rando. Bienvenue dans le Cotentin, territoire riche en activités de plein air. Grâce à ses grands espaces naturels préservés, la région est un véritable paradis pour les amateurs de sport nature. Offrant une multitude de facettes au fil des 4 saisons, l'intérieur des terres est idéal pour explorer une campagne verdoyante aux aspects très variés. Équipés de vos chaussures de marche, faites votre choix pour l'un des nombreux circuits balisés qui sillonnent la presqu'île. Côté terre, les sentiers révèlent des lieux authentiques et préservés. Découvrez la splendeur naturelle du Cotentin et laissez-vous envoûter par son charme si singulier. Enfourchez votre vélo et partez explorer le territoire à travers les multiples itinéraires cyclables proposés. Que vous soyez amateur ou confirmé, vous trouverez ici, dans le Cotentin, un terrain de jeu adapté pour sillonner les routes et les chemins à la recherche de magnifiques points de vue. Enfilez votre gilet de sauvetage. Les rivières et cours d'eau qui traversent le Cotentin sont accessibles en kayak. Sur l'eau, le terrain de jeu est tout autre. On se laisse glisser sur la rivière à coups de pagaie. Vous découvrirez ainsi un autre visage des charmes de la nature. Alors, prêt à sillonner ce Cotentin secret? Merci à la base de loisirs de Saint-Sauveur-le-Vicomte pour l'accueil. Vous retrouvez tous les détails sur ces activités sur le site internet de la base de loisirs. Et puis si vous avez envie de faire de la randonnée, vous avez aussi les 5 topo-guides du Cotentin qui sont en vente dans les offices de tourisme du Cotentin. Et puis vous avez les circuits à télécharger sur le site encotentin.fr. Quittons les sentiers de randonnée. On va se tourner vers les dunes à Vauville et à Biville en compagnie de Marie-Léa Travers. Elle est conservatrice de la réserve naturelle de Vauville. Elle va nous faire découvrir la flore très riche de cette zone. Marie-Léa Travers, conservatrice de la mare de Vauville, qui est classée en réserve naturelle nationale depuis 1976 et qui est gérée par le groupe ornithologique normand depuis 1983. C'est une réserve qui se situe dans le massif dunaire qui s'étend de Vauville jusqu'à Siouville sur à peu près 500 hectares. C'est un site
plutôt exceptionnel puisque on est sur une mare d'eau douce qui est à quelques mètres de la mer et qui est séparée de la mer par un cordon dunaire. Et c'est d'autant plus exceptionnel puisqu'elle va accueillir énormément d'espèces rares, dont des amphibiens, mais aussi des oiseaux, et beaucoup de plantes aussi. On tourne légèrement le chemin là, puisque c'est inondé en ce moment. Et comme ça va me permettre de vous emmener sur la dune pour vous présenter le second intérêt, en plus des amphibiens, donc, qui a fait que la mare a été classée en réserve naturelle nationale. Ce sont en fait la diversité des plantes qu'on va retrouver au niveau des dunes. Je vais vous présenter les premières plantes qui sont fleuries à la saison et qui sont très bien adaptées au milieu dunaire. On va avoir le saxifrage à 3 doigts ici, qui se reconnaît. Ou on a encore ici, qui est un peu rouge là. On a l'hérodium, qui est une variété de géranium, ici, avec des feuilles très découpées. Un géranium là, une autre variété de géranium. Ou encore la tortue des dunes, qui est une petite mousse, qui est très présente partout sur la dune, qui se reconnaît à sa couleur verdâtre, avec des poils blancs au bout quand elle est sèche. Et puis une fois qu'elle est humide, elle est plutôt verte claire avec une forme étoilée. Alors là, les plantes qu'on a vues, c'est vraiment des plantes printanières, mais tout au long des saisons, les plantes et la grande diversité de la flore de la réserve qui va s'exprimer et qui va donner tout cet intérêt paysager à la réserve naturelle et au massif dunaire, puisqu'on va voir la dune qui va changer de couleur avec les saisons. En plus de l'intérêt paysager lié à la flore elle va participer aussi à la préservation de la mare de Vauville, puisqu'elle va maintenir le sable sur la dune. Et il faut savoir ici que la menace principale qui pèse sur la préservation de la mare de Vauville, c'est l'érosion, et notamment l'érosion liée au piétinement. Sur les réserves naturelles, la réglementation est adaptée aux enjeux. Et donc ici, pour protéger la dune, il vous suffit simplement de vous promener sur les sentiers balisés. Attention, la cueillette est strictement interdite dans les dunes sous peine de forte amende. Parce que la nature est fragile, on le sait, encore plus aujourd'hui avec le changement climatique, le réchauffement climatique. Est-ce que ce réchauffement a une influence sur le climat du Cotentin? On va voir ça tout de suite. Parce que le climat du Cotentin, ce n'est pas seulement la pluie, il est beaucoup plus changeant que ça. Pensez à ces tableaux, à ces photos des ciels changeants du Cotentin. Climat très varié, qu'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, sur la côte ou à l'intérieur des terres. Derrière l'apparente unicité du climat océanique, le Cotentin offre, à l'image des photos et tableaux de son ciel changeant, bien des nuances de type de temps. Diverses stations, représentatives du littoral comme de l'intérieur des terres, illustrent cette hétérogénéité spatiale et temporelle du climat qui permet d'offrir une large palette de paysages. La proximité de la mer favorise un climat doux et tempéré, particulièrement visible sur le littoral. Celui de la Hague connaît ainsi moins de 5 jours de gel ou de très fortes chaleurs par an, tandis que l'intérieur des terres en offre une trentaine. Néanmoins, la diversité d'orientation des côtes apporte elle aussi sa contribution en aménageant des situations d'abri ou d'ouverture au vent.
La côte Est enregistre ainsi une vingtaine de jours de gel par an car elle est abritée des vents dominants d'ouest, au contraire de la côte Ouest qui est exposée à un air marin plus doux. Le relief et la distance à la côte ont un rôle non négligeable dans la variété climatique locale. Le littoral ouest de la Hague reçoit moins de 800 mm de pluie par an en moyenne, quand à l'intérieur des terres, cette moyenne dépasse les 900, voire les 1000 localement. Si la trajectoire actuelle d'émissions de gaz à effet de serre ne s'inverse pas, les conséquences déjà visibles s'accentueront. Les gelées disparaîtront progressivement, tandis que le nombre de jours de chaleur augmentera comme ailleurs. Du fait de sa géographie maritime, le Cotentin verra ce phénomène limité à une trentaine de jours par an en moyenne. L'évolution prévisible des précipitations n'est pas encore clairement établie, mais semble indiquer des hivers plus arrosés et des étés plus secs. Les records de température qui sont pour l'heure inférieurs à 40 degrés à l'intérieur des terres pourront dépasser cette barre symbolique avant la fin du siècle, comme ce fut le cas en Bretagne dès 2022. Avec le réchauffement climatique, on pourrait imaginer que le Cotentin devienne une île, certains le fantasment. Mais en tout cas, dans le passé, figurez-vous que le Cotentin a bien failli devenir une île. On vous explique. Nous sommes à 40 ans, aux portes des marais du Cotentin. Le Cotentin, le saviez-vous, aurait pu être une île. Napoléon voulait construire un canal de 40 ans à Port-Bail. Ça ne s'est jamais fait. On va vous raconter l'histoire. Mais avant, on est allé demander aux habitants de 40 ans s'ils connaissaient l'histoire. Que le Cotentin aurait pu être une île? Non, je vois pas. Non, ça me dit rien. Ah non, pas du tout. On a fait le tour de 40 ans, mais non, lu nulle part, on ne sait pas. Non, pas du tout. Non, je connais pas. Non. Je connais pas. Nous sommes au cœur des marais du Cotentin. Ici, par endroits, les terres se situent à 2 mètres sous la mer. Une zone inondable donc. De tout temps, les hommes ont cherché à lutter contre l'eau, à assécher les marais. Au début du 19e siècle, c'est Napoléon Ier lui-même qui s'y colle. Au début des années 1800, Napoléon Ier lance un grand chantier des travaux d'assèchement des marais du Cotentin. Des prisonniers, en majorité espagnols, participent aux travaux de plusieurs canaux. Le Grand Canal, le canal du Haut-Dic qui relie 40 ans à la mer. Il est aujourd'hui le seul navigable. Le canal de l'Hôpital, lui, il est comblé dans les années 60. Vous pouvez l'imaginer, c'est la rue aujourd'hui de l'ancien canal, à 40 ans. Le canal des Espagnols, le canal du Gravier, le canal d'Auvers. Ces 3 canaux sont aujourd'hui des réserves de pêche. Au-delà de l'assèchement des marais, Napoléon Ier avait une autre idée derrière la tête. Il voulait relier tous ces canaux entre eux, les prolonger jusqu'à la côte ouest du Cotentin, à Port-Bail. Imaginez, le Cotentin serait alors devenu une île. Le projet n'a jamais vu le jour. Le canal transcotentin avait un objectif militaire. L'Empire est alors en guerre contre l'Angleterre. Depuis des siècles, et l'annexion de l'Angleterre au duché de Normandie, les 2 côtés de la Manche sont régulièrement en conflit. Guillaume le Conquérant, la guerre de 100 ans, souvenez-vous de vos cours d'histoire. La Normandie devient définitivement française au XVe siècle. Mais la France et l'Angleterre s'affrontent pour encore plusieurs siècles. La Manche est en première ligne. Pour Napoléon, le canal transcotentin devait permettre à la flotte française de faire face des 2 côtés de la Manche à la flotte anglaise qui, avec les îles anglo-normandes, disposait d'un poste avancé. Après tout ce chaos, la paix revient en 1814. Le projet de canal, lui, coule définitivement en 1886. Tout s'est apaisé aujourd'hui. Les îles anglo-normandes sont nos voisines, presque nos cousines, avec un statut très spécifique.
Les îles anglo-normandes sont géographiquement françaises, mais elles dépendent politiquement de la couronne britannique. Pour autant, elles ne font pas partie du Royaume-Uni. Les îles anglo-normandes ont donc un statut hybride entre autonomie et dépendance. En anglais, on les appelle les Channel Islands, les îles de la Manche. Aujourd'hui, ce n'est pas un canal qui nous relie à ces îles, mais des liaisons maritimes régulières. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Cotentin Forever. Pour voir ou revoir le magazine, rendez-vous sur encotentin.fr et sur les réseaux sociaux, #CotentinUnique. Je vous laisse avec ces magnifiques images du Cotentin.